Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque, je pourrais presque dire bienvenue en Sarre. Aujourd'hui, on va se pencher sur la Frankreich-Strategie du Land de Sarre et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau 3 invités de marque. Stéphane Toscani, vous êtes le président du Parlement sarrois, grand impulseur aussi de cette Frankreich-Strategie qui est une révolution culturelle pour la Sarre, donc vous nous direz tout à l'heure. Joren Hellmann, vous êtes le secrétaire général de l'université franco-allemande. Vous êtes peut-être un petit peu plus sceptique sur la Frankreich-Strategie. En tout cas, il y a encore des choses à faire. Vous nous expliquerez ça. Catherine Robinet, vous êtes la consul générale de France en Sarre. Vous allez pouvoir nous dire un petit peu comment la France voit cette fameuse Frankreich-Strategie et quel coup de pouce on peut donner ou pas. Bonjour à tous les trois et merci beaucoup d'être là pour participer à cette émission. Vous allez voir que Sandrine aussi a fait un sondage dont les résultats vont beaucoup vous intéresser et que vous pourrez commenter aussi. Coucou Sandrine. Salut. Mais pour le moment, on commence cette émission avec l'actu. Comme toute la France, les gendarmes ont été particulièrement marqués par le décès du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, mort en héros lors de l'attentat à Trèbes, dans l'Aude. Thomas Drouin est à la caserne de gendarmerie de Sarreguemines. Thomas, bonjour. Cérémonie et recueillement sont à l'ordre du jour dans toutes les casernes aujourd'hui ? Salut Julia, effectivement, et la déclinaison locale de cette cérémonie en mémoire des victimes des attentats du 23 mars a eu lieu ici à la gendarmerie, une cérémonie très sobre. Autour des gendarmes, on retrouvait le sous-préfet, des membres du personnel de la sous-préfecture, mais aussi la police nationale, les pompiers, des élus, des membres de la société civile. Le moment le plus émouvant de la cérémonie, ça a été la rupture de la minute de silence, puisque c'est le commandant Sadler lui-même qui a lancé a cappella la Marseillaise et qui a été rejoint par la suite par ses hommes. Tu pourras en parler avec lui puisqu'il a accepté de répondre à quelques questions avec toi tout à l'heure. Merci Thomas. Donc effectivement, on retourne à la gendarmerie dans quelques minutes. Résumé de l'actu en 60 secondes. Mosaïque vous propose chaque jour un condensé en images. Escape Game ouvre ses portes ce vendredi. Saurez-vous trouver la clé et sortir en moins d'1 heure? C'est le défi que propose l'Escape Game de Großbliederstroff. Situé en zone commerciale, il propose 2 salles, 2 épisodes pour tester votre sagacité et votre résistance au stress. L'activité est aussi proposée en langue allemande. Les caillebotis, ça marche et JK Technique se développe. Créée à Sarreguemines en 1996, l'entreprise a étendu sa gamme de produits et satisfait dorénavant 20 000 clients. Aujourd'hui, elle veut doubler les surfaces de production et aménager de nouvelles surfaces logistiques. La casque vient de lui céder 130 arts au prix de 129 240 € hors taxe. Mars, le début du printemps et le retour des allergies. Le réseau national de surveillance aérobiologique actualise quotidiennement sa carte de vigilance des pollens. Dans le nord-est, les pollens d'aulne, de peuplier et de cupressacée sont à surveiller. Attention à ne pas confondre une rhinite et un début d'allergie. Face à face, un spectacle équestre préparé par les lycéens. L'opération est menée en coopération entre le lycée Henri Nominé, le centre équestre Jump de Sarreguemines et la compagnie L'Atelier. Les représentations auront lieu les mardis 15 mai et vendredi 18 mai. Le don de soi et don du sang s'effectue aussi en entreprise. L'établissement du don du sang effectue des collectes en dehors des habituels. Exemple ici au CHS. L'occasion de rappeler la date de la prochaine collecte ouverte au public à Sarreguemines, ce serait le mardi 17 avril au Casino des Faïenceries. Sandrine, et côté météo, est-ce que tu as des bonnes nouvelles ? Plus ou moins, on va dire. D'accord, bon, on regarde les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, le temps
sera changeant et frisqué. Le ciel, souvent encombré en début de matinée, se morcelle en cours de journée et retrouve des couleurs l'après-midi. Mais les nuages prennent parfois un aspect menaçant et peuvent laisser échapper de rares ondées. Le mercure plafonne entre 8 et 10 degrés au meilleur de l'après-midi en partant de 1 ou 2 degrés au petit matin. Demain, nous sommes le jeudi 29 mars et nous fêtons les Gladys. Le soleil nous accompagnera de 7h14 à 19h58. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. On retourne à la gendarmerie de Sarreguemines pour vivre en images cette cérémonie solennelle de recueillement et écouter les réactions de quelques-unes des personnalités présentes. Alors, en tant qu'élu, je pense que je représente avec mes collègues la population de Sarreguemines qui voulait certainement être là peut-être aussi pour rendre hommage aux gendarmes et puis aux personnes qui sont décédées lors de ces attentats. Je trouve que c'est tout à fait normal qu'on soit là et on est tous émus et attristés par ce qui est arrivé. Et en tant que personne, je suis encore plus touchée parce que mon fils est gendarme. Et je pense que s'il avait été là-bas, eh bien, il aurait fait la même chose. On pense principalement aux victimes, à leurs familles. Bien sûr, l'émotion vous prend un peu à la gorge. Difficile de retenir un petit peu les larmes. C'est l'émotion, c'est la peur aussi, en disant que c'est des choses qui se sont produites régulièrement. Et j'ai bien peur que ce sont des choses qui pourraient encore se reproduire. Donc Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Rendez-vous dans nos règnes, plus justes et forts soldats, qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. En tant que citoyens et en tant que chrétiens, nous voudrions montrer notre présence dans ce moment de grande tristesse pour Arnaud Beltrame, sa famille, et aussi la tristesse pour tous les autres victimes. Nous nous inclinons devant son courage. Il était un grand homme et nous n'avons pas de mots, justement, pour exprimer la grande douleur. C'est pour cela que le silence parle. Et on est en liaison en direct avec la gendarmerie. Commandant Sadler, bonjour. Quel est votre sentiment suite à l'assassinat du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame? Bonjour à vous. Mon sentiment, c'est un sentiment général, un sentiment d'honneur d'appartenir à ce corps de la gendarmerie et plus particulièrement au corps des officiers, puisque nous avons notre camarade, le colonel Arnaud Beltrame, qui a donné sa vie pour en sauver une autre. Nous avons également eu, effectivement, ce matin, lors de cette manifestation, une minute de silence en mémoire de l'ensemble des victimes de l'acte terroriste du 23 mars dernier. On a eu une pensée émue pour leur famille et plus particulièrement pour celle du colonel Arnaud Beltrame. Dans cette cérémonie, vous avez commencé à chanter seul la Marseillaise, suivi par tous vos hommes. Oui, c'était effectivement très émotif à la Capella de prendre la Marseillaise et de savoir que nos camarades d'armes derrière l'ont reprise tous en chœur. Et pour moi, commandant la compagnie de gendarmerie départementale de Sarreguemines et commandant de caserne, c'était un moment très solennel et émotionnel et qui restera gravé à tout jamais dans ma carrière d'officier.
remplacer un otage, ça ne fait pas partie des missions des gendarmes. Si un de vos hommes le faisait, vous réagiriez comment ? Alors, effectivement, le fait de se rendre à un terroriste, remplacer un otage, ce n'est marqué dans aucun des manuels. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est seul l'officier ou le sous-officier de gendarmerie qui doit prendre ses décisions. Le colonel Beltrame l'a prise, c'est un homme d'honneur et il savait très bien les risques qu'il prenait. Et il savait très bien que la chance de s'en sortir serait minime. Il a donné sa vie pour sauver celle de l'otage en question. Merci beaucoup, commandant Sadler, d'avoir témoigné en direct sur Mosaïque. On a évidemment une pensée pour toutes les victimes de terrorisme. On va parler maintenant du domaine des soins. Manque de personnel, départ à la retraite, manque de moyens. De nombreux cas ont été soulignés lors de la réunion avec l'Agence régionale de santé qui était organisée lundi soir à l'espace René Cassin de Bitche. L'occasion pour les élus et le personnel médical de venir poser des questions et d'exposer les problématiques sur le secteur. Si les discussions sont beaucoup tournées sur l'arrondissement de Bitche, la ville de Sarreguemines a fait parler d'elle dès les premières minutes. Regardez. Tout juste arrivés, les députés Nicole Triss et Hélène Zanier doivent faire face au syndicat FO Santé, venus manifester avant la réunion. S'ils sont présents aujourd'hui, c'est pour marquer le coup, se faire entendre et surtout alerter les usagers sur l'agonie des hôpitaux. À l'hôpital Robert-Prex, le prochain plan de retour à l'équilibre, qui va forcément impacter la sécurité et la qualité des soins, est en cours. Encore 19 postes équivalents temps plein de soignants vont être supprimés en 2018. Un nouvel appel à l'aide et un constat alarmant qui ont laissé place ensuite aux échanges en présence d'une représentante de l'Agence régionale de santé qui a présenté dans les grandes lignes le nouveau projet régional. Au programme, beaucoup de pistes de réflexion, des objectifs sur plusieurs années qui ont fait réagir le public. Dans tout ça, ce qui pour moi manque, c'est le comment. Vous dites réduire ceci, augmenter cela. Il n'est pas dit comment vous faites. Est-ce que vous avez comme objectif, par exemple, d'augmenter les personnels et comment vous le faites, comment vous le financez, etc. Globalement, je suis dans le flou le plus complet. Quand, par exemple, vous souhaitez dans votre commune, vous n'avez pas posé la question, mais savoir si on peut mettre en place une maison de santé pluriprofessionnelle, parce que on sait que ça peut être un critère d'attractivité pour le territoire. Là, vous vous adressez directement à l'agence qui vient vous aider de manière concrète à traiter le projet, vous présenter des expérimentations qui ont été faites ailleurs, discuter avec les professionnels de santé qui sont motivés. Mais la grosse thématique de la soirée a été la désertification médicale, très forte dans notre secteur. Un cas par exemple vécu par cette radiologue de Rohrbach-les-Bitches en attente de successeurs. Nous sommes 3 associés, il y en a 2 qui vont partir à la retraite. Donc on ne peut pas fonctionner, on ne pourra plus fonctionner. On a aujourd'hui 40% des étudiants qui font leurs études de médecine dans la région qui ne restent pas. Donc ça c'est déjà un enjeu pour nous. Oui, qui restent dans les grandes villes, qui veulent rester... Mais même qui ne restent pas, ces 40% là, ils partent. Donc là on a un vrai travail à faire, mais très tôt dans les études médicales. Donc on ne créera pas de médecins, il faut qu'on garde ceux qu'on forme sur le territoire, c'est vraiment indispensable. Le choix qui a été fait dans ce pays, c'est la liberté d'installation, libre choix du médecin par le patient et liberté d'installation pour le médecin. Donc on n'imposera à personne de venir s'installer. Donc on a vraiment un travail de conviction à faire. L'ARS a notamment souligné le découpage de la région par zones prioritaires, lesquelles pouvant bénéficier d'aides financières à hauteur de 50 000 € pour le recrutement et l'installation de nouveaux médecins. Dans l'Assemblée, beaucoup étaient venus pour avoir des solutions concrètes à leurs problèmes actuels, mais le projet régional de santé, quoique bien accueilli, a démontré qu'il faudrait encore du temps pour débloquer certaines situations. Et ce projet régional de santé est encore en phase de consultation jusqu'au 15 mai. Il devrait voir ses premières mesures appliquées d'ici le mois de juin. Que devient Titouan ? Tout a basculé pour lui lors d'un match de foot. Sur le terrain, il célèbre le but avec d'autres joueurs, puis survient la chute. Depuis, Titouan est tétraplégique.
Aujourd'hui, après plus d'1 an et demi de travaux, Titouan va bientôt démarrer une nouvelle étape dans sa vie, emménager dans son loft. Uranie Tozic s'est rendue dans la famille pour visiter les lieux. Impossible pour Titouan de se rendre dans sa chambre à l'étage, de passer par certains endroits avec son fauteuil. Après sa rééducation, il finit par s'installer dans l'ancien débarras de sa mère, une pièce de 30 mètres carrés très peu fonctionnelle pour lui, malgré la possibilité de restaurer cette chambre temporaire et d'être en partie financée par la maison départementale des personnes handicapées. Les parents de Titouan souhaitent plus pour leur enfant. Très vite, une solution est trouvée pour soulager son quotidien, réhabiliter les dépendances de la maison pour y construire un loft. Un lieu de vie permettant de retrouver son intimité, un peu plus d'indépendance, tout en restant proche de ses parents. Ça fait plaisir de voir que ça avance vraiment et que je vais enfin pouvoir, je pourrai avoir ma petite vie avec ma compagne, et là ça devient vraiment concret. Donc ça fait plaisir. En tout, 130 mètres carrés disponibles. Mais il a fallu tout repenser afin de rendre l'espace accessible au jeune homme, comme avec l'incorporation d'un ascenseur. Autre point essentiel, la domotique. De son fauteuil avec son smartphone, Titouan peut gérer les lumières, le chauffage ou encore l'alarme. Et je peux aussi, avec le téléphone, fermer les volets. Donc j'ai choisi celui que je veux. Donc je vais prendre la fenêtre du séjour. Et du coup, le volet se ferme. Pour ce projet, Titouan et sa famille ont pu compter sur le soutien et la solidarité de nombreuses personnes, à commencer par les collègues de son ancien lieu de stage, chez Connect Elec, pour l'aider à câbler toute la surface. D'autres entreprises ont été solidaires, comme Eltec en fournissant le tableau électrique, BTC pour la domotique ou encore Bieber PVC qui a offert les fenêtres, la baie vitrée, la baie vitrée électrique, que je peux aussi gérer avec mon téléphone, la grande porte du garage, la porte d'entrée. Après, il y a beaucoup de corps de métier qui ont réussi un peu à avoir les meilleurs prix, parce que sans ça, ça n'aurait pas été possible. Près de 150 000 € auront été nécessaires pour ces travaux. En plus des dons, la famille de Titouan a bénéficié d'une contribution de la MDPH de Moselle, une aide notamment pour acheter des équipements adaptés, comme ce rail au plafond qui permet de le porter du lit jusqu'à la douche. Ce rail vaut 6 000 € et ils nous ont donné 4 000. Donc 2 000 de notre poche. Et il doit encore avoir 1 000 € pour le brancard douche qui résiste à l'eau, quoi. Hein. Donc il est là-dessus et comme ça son infirmier pourra le laver correctement. Il ne reste plus que les finitions avant que Titouan puisse y poser ses meubles et vivre au mieux son handicap. De quoi lui redonner envie de faire de nouveaux projets tout en restant bien entouré. Et bientôt donc la pendaison de crémaillère. La parole aux internautes. Sandrine, sur nos réseaux sociaux, tu es restée dans le thème du dossier qu'on va aborder dans un instant, mais en le prenant dans l'autre sens. Oui, c'est ça. Alors j'ai demandé à nos internautes s'ils étaient bilingues en allemand. Et sur 130 votants, il y a quand même 63% d'entre eux qui le sont. Donc c'est plus de la moitié. Je trouve que c'est plutôt encourageant. Ou alors qu'ils ne sont pas forcément entièrement bilingues, mais peut-être qu'ils parlent allemand, mais pas non plus parfaitement. Et je leur ai également demandé pourquoi c'était important pour eux de savoir parler l'allemand. Hélène nous a répondu « Habitant près de la frontière, c'est une bonne aide quand on cherche du travail ». Et René est du même avis, nous écrit « Être bilingue allemand-français par chez nous, c'est un avantage, déjà pour communiquer des deux côtés de la frontière et d'autre part, cela ouvre un marché de l'emploi beaucoup plus important ». Mais j'imagine que parmi nos invités, vous connaissez peut-être aussi d'autres avantages à justement être bilingue, alors que ce soit bilingue français pour parler allemand ou allemand pour parler français. Oui, j'interviendrai parce que figurez-vous que je suis de Forbach, enfin j'ai vécu longtemps à Forbach, sans être bilingue. Et c'était une grande frustration en allant faire les courses à Saarbrück de ne pas pouvoir m'exprimer. Depuis que je suis entrée aux affaires étrangères, je m'étais mise à l'allemand et c'est un bonheur aussi sur le plan culturel, moi je dirais, parce que ça me permet maintenant de lire des livres en allemand, de regarder des films allemands qui ne sont pas traduits en français ou qui ne sont même pas sous-titrés en français. Donc c'est une ouverture d'esprit, une ouverture aux autres qui est fondamentale pour moi. Pas seulement pour le travail, mais aussi pour les relations avec les autres.
Et vous avez peut-être d'autres exemples? Oui, je trouve les résultats très intéressants parce que comprendre la langue du voisin, parler la langue du voisin, ça ouvre des horizons, ça donne, comme Madame le Consul a dit, ça donne la chance de vivre ensemble, de renforcer les liens humains aussi, de découvrir la culture du voisin. Oui, si vous permettez de rebondir là, sur ce sujet. Je pense qu'il ne faut pas réduire la langue à sa fonction communicative. C'est-à-dire, d'une part, naturellement, une langue, ça sert à communiquer, à échanger des informations. Mais ce n'est pas tout. Même si tout le monde en Europe parlait l'anglais, ce qui d'ailleurs n'est pas le cas, il serait tout de même intéressant et tout à fait souhaitable qu'on apprenne d'autres langues aussi. Parce qu'apprendre la langue d'une autre culture, d'un autre pays, ça ouvre une porte à une connaissance différente et ça élargit l'horizon de la pensée. C'est-à-dire, même si tout le monde avait une langue en commune, il serait tout de même souhaitable qu'on apprenne d'autres langues encore. Tout à fait. Et bien, tu vois, ton sondage, même sur le plateau, il fait évidemment réagir. Merci beaucoup, Séverine, de l'avoir lancé. On va maintenant profiter de la pub pour te laisser retourner aux réseaux sociaux et à tout le reste de ton travail. Oui. Et on va accueillir Christelle Jambon, qui est, si je puis dire, notre correspondante permanente en Sarre, parce qu'elle aussi a plein de questions à poser à nos 3 invités sur la Frankreich Stratégie. On fait le point dans un instant. À tout de suite. Bienvenue chez Italia del Gusto. Votre épicerie italienne change d'adresse et s'agrandit. Découvrez nos espaces dédiés aux produits frais, à l'épicerie fine, notre sélection de vins. Des produits originaux aux saveurs authentiques à déguster entre amis ou à offrir grâce à nos coffrets gourmands. Italia del Gusto vous accueille dans un nouvel espace de 130 mètres carrés à Sarreguemines et vous propose de la petite restauration sur place. Les beaux jours sont de retour. Avec La Vie Claire, je fais ma cure de jouvence. Produits de saison, produits frais, préparez-vous pour la belle saison avec notre gamme de produits vitaminés, de compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique garantie naturelle. Avec La Vie Claire, je cultive ma santé au jour le jour. La Vie Claire. Schöne Geburtstag! Le festival Mire de Plate, festival de langue francique et des langues de France, fête cette année son 20e anniversaire. Du 20 mars au 20 avril, la ville de Sarreguemines vous a concocté un programme exceptionnel. Exposition photo, théâtre, chansons, de l'humour, des ateliers, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le samedi 7 avril et le salon du livre le samedi 14 avril. Programme complet à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Aline est sereine, vous ne trouvez pas? Bonjour. Bonjour. Vous aussi, soyez serein avec votre activité professionnelle. N'ayez plus de doute sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Oh, oh, oh. Et, oh, maintenant ça suffit. Hein. Toi, tu vas te faire appareiller. Restez en sécurité avec la passion de l'audition. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombart, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Match en retard du championnat de National 3, le SFC reçoit la réserve du RC Strasbourg. Coup d'envoi de la rencontre vendredi à 16 h au stade de la Blise et en direct sur Mosaïque. La Frankreich Stratégie, c'est le défi que s'est lancé le Land de Sarre, rendre la prochaine génération bilingue. L'apprentissage du français doit évidemment commencer dès le plus jeune âge. Alors pour plonger dans le vif du sujet, je vous propose de commencer par regarder un reportage qui a été réalisé par Uranie Tozic et Christelle Jambon dans une crèche de Sarrebruck. Regardez. 1, 2, 3. Les roues de l'autobus tournent et tournent. Tournez, tourne, tournez, tourne, les
dans toute la ville. Ils n'ont pas plus de 3 ans, mais ont déjà toutes les chances de devenir bilingues. Depuis leur entrée à la crèche Rappelkiste, ils grandissent avec l'allemand et le français. Ouverte en 2010, cette structure a pour objectif de les familiariser avec la langue du pays voisin. C'est en 2015 que l'établissement reçoit le label École maternelle bilingue Élysée 2020. Actuellement, 3 aides pédagogiques françaises encadrent avec leurs collègues allemands plus d'une trentaine d'enfants. Beaucoup de parents habitent en France. C'est pour ça que je pense que cette structure bilingue est très importante pour eux. Les enfants doivent aussi profiter de ce bilinguisme. Je suis sûre que certains parents ont fait le choix de les amener ici en raison de ces 2 langues. Pour certains, le bilinguisme n'était pas un critère obligatoire, mais plutôt une plus-value, puisque les enfants apprennent les bases du français sans effort, tout en jouant. Dans la région, elle aura toujours besoin du français, que ce soit à l'école ou dans la recherche d'un emploi. Ce serait l'idéal que les bases qu'elle a pu acquérir ici soient consolidées et développées à l'école maternelle. On va ranger les chaises, Lily, tu ranges ta chaise et comme ça on peut aller jouer. Savoir dire bonjour, au revoir, merci, désigner les couleurs ou ranger sa chaise, autant de mots et gestes du quotidien utilisés naturellement par les petits. Bien sûr, ils ne peuvent pas encore faire de phrases. Mais on peut avoir déjà une conversation, quoi, hein. Je veux dire, si moi je leur parle en français, je leur pose une question, ce qu'ils ont fait à la maison, avec maman, papa. Les réponses viendront en allemand, mais ils comprennent, au bout de 2 ans de crèche, ils comprennent tout ce qu'on dit en français, quoi. Et pour une meilleure compréhension, la gestuelle est de mise. Est-ce que tu veux un mouchoir? On va boire, on va manger, on va se laver les mains. Donc beaucoup de gestuels, oui. Les plus petits peuvent comprendre entre 6 et 7 langues sans les parler, une facilité à exploiter le plus tôt possible. En tout cas, c'est ce que préconise la Frankreich-Stratégie. L'annonce de la Frankreich-Stratégie, c'était en 2013, année de la France. À l'époque, c'était Annegret Kramp-Karrenbauer, qui était à ce moment-là ministre-présidente de SAR, qui avait lancé ce concept. Et vous, Stéphane Toscani, vous faisiez partie de son gouvernement. Vous étiez ministre des Finances et des Affaires européennes. Alors là, on est quasiment 5 ans après. Quel est le regard que vous portez sur ces enfants qu'on vient de voir dans le reportage ? On est très content qu'on a fait du progrès. L'idée de cette Frankreich-Stratégie est de devenir le premier land allemand plurilingue, bilingue, au cours d'une génération. Nous nous considérons comme la région la plus francophone et la plus francophile de toute l'Allemagne. Nous nous considérons comme une passerelle, comme un trait d'union entre la France et l'Allemagne. Dans ce sens, la Frankreich-Stratégie est plus qu'une stratégie linguistique, mais plus générale. D'accord, et bien on va en parler tout au long de cette émission. Monsieur Johan Hellmann, j'aurais une question. Ces jeunes enfants que l'on vient de voir dans le sujet, eh bien, ce sont peut-être les étudiants de demain dans vos cursus franco-allemands. Est-ce que le bilinguisme de la Frankreich-Stratégie suffit ? Bon, en soi, c'est naturellement une très bonne chose. Le bilinguisme est quelque chose qui va rapprocher nos 2 pays, qui va être sans doute dans le développement de l'Europe quelque chose d'une importance énorme. Et à l'intérieur de l'Allemagne aussi, je peux dire que ça, naturellement, ça a fait beaucoup de bruit en Allemagne. C'est-à-dire la SAR et sa stratégie a été un peu regardée un peu partout en Allemagne, et je crois qu'en France aussi, on a considéré ça comme un pas assez courageux. Donc tout ça, c'est bien important, mais vous demandez si cela suffit? Certainement pas, parce qu'il faut tout de même voir qu'une stratégie politique, c'est quelque chose qui vient, si j'ose dire, d'en haut. C'est-à-dire il faut à la fois faire quelque chose pour que les gens, les citoyens, les parents, les étudiants comprennent que le bilinguisme est quelque chose d'utile pour eux. Et permettez-moi encore une remarque.
bilinguisme, nous, on parle naturellement de bilinguisme parce que nous sommes ici dans une région limitrophe entre la France et l'Allemagne. Mais il faut en réalité parler de trilinguisme parce que nous nous trouvons aussi à l'intérieur de l'Europe. Et en Europe, l'anglais, soyons sincères et réalistes, est tout à fait incontournable. C'est pour ça que nous disons à nos étudiants, apprenez les 3 langues. Il faut que nos diplômés soient 3 langues pour être ici à l'aise dans notre région, mais aussi à l'aise en Europe, n'est-ce pas? Donc, la Frankreich-Stratégie est une très bonne chose, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Pas tout le monde, jusqu'à maintenant, en Sarre et de l'autre côté de la frontière, a vraiment compris l'enjeu de la chose. Je crois qu'il faut encore constater que nous avons encore beaucoup de pain sur la planche. Alors du côté français justement, quelle a été la réaction à l'époque de la France quand la Sarre a annoncé sa Frankreich-Stratégie? Alors pour être tout à fait honnête, je n'étais pas en poste à Sarrebruck à l'époque, j'étais à Paris et ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait eu beaucoup de réactions dans la presse, que ce soit la presse allemande, la presse française. Alors je pense qu'il y avait beaucoup d'admiration parce que c'est une véritable vision qu'avait la ministre-présidente de l'époque et son gouvernement. Parce qu'en effet, une génération, bon, moi je relativiserais parce que Mme Kramp-Karrenbauer n'a jamais dit qu'elle attendait que les jeunes soient bilingues d'ici 2043. Elle a dit qu'il fallait avoir une connaissance suffisante du français pour pouvoir communiquer avec les Français qui viennent faire leurs courses en Sarre ou qui viennent dans les restaurants. Donc elle n'a jamais exigé un bilinguisme total, elle l'a souvent dit dans ses interviews. Donc je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de surprises parce que c'est effectivement un défi. Comme vous l'avez fait remarquer, monsieur, il ne suffit pas d'avoir la volonté politique, il faut encore une adhésion populaire. Alors, 70% des Sarrois adhèrent à cette stratégie. Dans la réalité, il est certain que certaines générations sont moins sensibles que d'autres. Et que, donc, de toute façon, on voit bien avec les petits-enfants qui sont là. C'est une vision à long terme et c'est dans 30 ans, dans 40 ans. Donc, moi, je suis tout à fait épatée, très sincèrement, tous les jours quand je vois à quel point le gouvernement et M. Tobias Hans, le nouveau ministre-président, l'a encore répété, de l'intensifier, de la poursuivre. Alors justement, puisque depuis 2013, il y a eu du changement, notamment du changement politique, un nouveau ministre-président de Sarre, maintenant, Tobias Hans, mais il a bien l'intention, effectivement, de continuer cette politique de Frankreich-Stratégie et il l'a clairement redit devant les caméras de Mosaïque. Je pense qu'il est très important que nous nous appuyions sur la stratégie France telle qu'elle existe actuellement, à savoir une stratégie qui encourage l'apprentissage des langues. Nous voulons que nos enfants apprennent le français comme deuxième langue maternelle. Et pour ce faire, il ne s'agit pas d'opposer l'anglais au français. Nous ne disons pas le français ou l'anglais, mais le français et l'anglais. Mais pour moi, la stratégie France implique aussi que nous mettions plus l'accent sur les avantages économiques. Depuis longtemps, nous disposons d'un marché du travail transfrontalier ainsi que d'une formation professionnelle commune pour les jeunes. Certes, la langue française et la langue allemande jouent ici un rôle, mais c'est surtout la capacité de comprendre et d'agir au-delà des frontières dans les domaines économiques qui est importante. Il est primordial que nous travaillions également étroitement avec les universités. C'est la raison pour laquelle il existe l'université franco-allemande. D'ailleurs, pour rester dans l'esprit d'Emmanuel Macron, je pense que nous pouvons faire de notre université franco-allemande une université européenne. Ce serait un avantage supplémentaire à tirer de notre stratégie France. Bien sûr, ce qui compte aussi pour moi est de faire de la Sarre un partenaire de service. Pour la France d'une part, en termes d'entreprises françaises, et d'autre part pour les entreprises allemandes qui veulent développer leur activité en France. Pour celles-ci, nous voulons devenir leur première adresse. Un bon exemple est le fabricant de cuisine Nobilia, qui s'implante actuellement en Sarre pour mieux développer d'ici ses activités françaises. Cet exemple devrait faire école, et ce, des deux côtés. Stéphane Toscani, la Frankreich-Stratégie, c'est une vision, une révolution culturelle, comme disait Julia. Quelles répercussions a-t-elle sur l'économie sarroise ? La France est traditionnellement un partenaire économique très important des entreprises sarrois. Et on a pour but de renforcer ces relations économiques sarro-françaises. Et la Frankreich-Stratégie peut nous aider parce que la connaissance de la langue est une condition importante. Alors, on a voulu en savoir
plus encore concernant l'impact concret de la Frankreich-Stratégie sur l'économie sarroise et on voulait connaître aussi son coût. Alors, on a demandé à la ministre concernée, Anke Rehlinger. Je vous propose d'écouter sa réponse. Il est très difficile de chiffrer, d'autant plus que le système éducatif, avec son personnel pédagogique de langue maternelle française, en fait partie. Disons plutôt que l'on souhaite investir dans un concept, lancé puis complété par de nombreuses mesures individuelles. Mais surtout, mettons en avant les nombreux avantages de cette stratégie. Certes, elle renforce une fois de plus l'amitié franco-allemande, mais elle présente aussi des avantages tangibles. En ce moment, par exemple, une grande entreprise projette de s'implanter à la frontière et de créer jusqu'à 1 millier d'emplois nouveaux. Une entreprise convaincue de la force de notre stratégie France, qui souhaite embaucher, en particulier, des employés issus du marché français. Il y a donc des effets directs et des effets immatériels. Catherine Robinet, la Frankreich-Stratégie doit aussi avoir, au moins à terme, des répercussions sur l'économie du côté français de cette région frontalière, non ? Bien sûr, déjà, comme vient de le rappeler la ministre de l'économie, ne serait-ce que parce que les commerces comme Meubles Martin ou maintenant cette nouvelle entreprise Nobilia à Sarre-Louis veut s'ouvrir sur le marché français, donc va sans doute embaucher des employés français. Sur le plan culturel aussi, puisqu'il y a beaucoup, on l'a vu tout à l'heure, des crèches, des écoles maternelles, des écoles primaires qui ont besoin d'aide maternelle française, de langue maternelle française, ça peut ouvrir des possibilités pour les gens de la région. Donc effectivement, c'est indéniable que plus le marché du travail sera intégré, plus il y aura d'échanges transfrontaliers dans le domaine de l'apprentissage, plus ça bénéficiera à la Moselle Est. Il n'y a pas vraiment d'équivalent de ce côté-ci de la frontière. Dans quelle mesure est-ce que la France donne-t-elle un coup de pouce, une aide à la Frankreich-Stratégie de la Sarre, Monsieur Tascani? En fait, la Moselle et la Sarre, nous sommes un berceau franco-allemand. Et c'est la décision des hommes et des femmes politiques en Moselle, en Grand Est, d'établir une stratégie réciproque. Mais j'ai vu que, par exemple, en 2015, la Lorraine a établi une stratégie Allemagne. Donc, on voit que ça nourrit les uns les autres. Sauf que c'était juste avant que la région Lorraine disparaisse et qu'il n'y a pas vraiment eu de flambeau qui a été repris. Hein. Mais si on suit les discours de Philippe Richert et de Jean Rotner, tous les deux, ils voient la région Grand Est comme une région frontalière, que la situation frontalière est un atout pour la région Grand Est. Il va falloir réussir encore à convaincre les gens. On l'a vu tout à l'heure au niveau de l'économie, Anke Rehlinger le disait, il est difficile de mesurer et impossible de chiffrer exactement l'impact de la Frankreich-Stratégie, en tout cas sur l'économie. Mais il y a une personne qui a lancé une étude il y a tout juste un an, c'est le docteur Philippe Kremer de la Freie Universität de Berlin. Il a réalisé un sondage auprès de 1128 personnes pour mesurer l'impact de la Frankreich-Stratégie sur les gens. En résumé, son étude conclut que la Frankreich-Stratégie est largement soutenue par la population sarroise. 61,6% la jugent bonne ou plutôt bonne. Donc ça, effectivement, c'est très bien. Mais d'après cette étude, le nord de la Sarre reste sceptique et l'inclusion de la population est jugée insuffisante. Ceci dit, ce n'était pas ça le plus important pour le docteur Philippe Kremer. Écoutez-le. D'abord, le sondage a créé des débats, c'est déjà ça. On voit souvent que le débat refait surface régulièrement, mais on discute des grandes lignes. Donc, il y a un silence de plusieurs mois et puis on recommence le débat. Et là, avec le sondage, on a donc la possibilité aussi d'entrer dans les détails, donc de discuter du rôle de l'élémentaire, des maternelles, du rôle de l'économie, par exemple, ou de la politique symbolique. Et donc, ces débats sont importants. Il faut des débats soutenus et continus sur la stratégie. Puis aussi, le sondage a montré que les voix qui se font entendre, donc qui créent des polémiques, surtout sur l'extrême droite de la politique, eh bien, ces voix ne sont pas majoritaires. Donc, il y a une représentation de ces voix dans les médias qui n'est pas tout à fait la majorité des données qu'on voit dans les sondages. Il y a plutôt une ambiance optimiste
donc des attitudes plutôt positives qui ne sont pas toujours représentées dans les médias. Donc il y a là aussi des données à partir du sondage qu'on peut voir que ces voix devraient être représentées d'une manière plus positive en fait. Stéphane Toscani, la Frankreich-Stratégie pour tous les Sarrois et en fédérant tous les partis, est-ce que c'est possible ? Non, c'est jamais possible dans une démocratie, mais je suis très content que la plupart des Sarrois, une grande majorité des Sarrois, sont contents, qu'ils approuvent à la Frankreich-Stratégie, qu'ils sont en faveur. Et qui, comme monsieur le professeur Kremer l'a évoqué, qu'ils aimeraient encore mieux être informés. Alors vous dites que c'est impossible, ceci dit, c'est quand même ce qu'espère le ministre-président Tobias Hans. Il nous l'a affirmé devant la caméra. Also uns ist es sehr wichtig, dass unsere Frankreich-Strategie nicht nur an der Grenze wahrgenommen wird. Pour nous, il est très important que la stratégie France ne se cantonne pas seulement à la frontière. Nous voulons être le plus français de tous les Länder allemands. Et ce, pas uniquement là où les gens vivent à la frontière, pas uniquement auprès des gens concernés parce qu'ils travaillent en France ou qu'ils ont de la famille en France. En fait, peu importe si la personne habite dans le nord de la Sarre ou à Saarbrück, peu importe qu'elle appartienne à la CDU ou au SPD ou au parti Die Linke, nous ne voulons pas faire de différence, et c'est précisément parce que nous souhaitons être le plus français de tous les Länder que nous encourageons cette caractéristique unique à la Sarre. De plus, nous voulons également faire de la publicité pour cet État fédéral situé à la frontière et susciter ainsi un afflux vers la Sarre. Car ce que nous avons ici en Sarre est, je crois, complètement différent de ce que l'on trouve dans d'autres régions transfrontalières. Souvent, seule la région frontalière profite de cette coopération. Chez nous, en Sarre, c'est le land entier qui doit en tirer profit et adhérer à la stratégie France. Joran Hellmann, vous y croyez, vous, à la Frankreich-Stratégie ? J'y crois, sans doute. C'est une approche tout à fait encourageante pour l'université franco-allemande et ça a été mentionné tout à l'heure lors de ce petit film sur la crèche où les petits-enfants apprennent un peu le français. Moi, je vois naturellement les futurs étudiants de l'université franco-allemande. Dans 15 ans, 20 ans, ces enfants vont peut-être être les étudiants de l'université franco-allemande. Donc, ça ne peut que me plaire. Ce qui se fait. Mais il faut tout de même voir que l'université franco-allemande pense pas seulement dans la catégorie Sarre et Moselle. Nous sommes une université qui englobe la totalité du territoire français et allemand avec nos cursus. Et je dois dire, pour quand même mettre un tout petit bémol à tout cet enthousiasme que, en principe, je partage, mais dans la réalité, je vois que dans d'autres régions de France et d'Allemagne, l'apprentissage de la langue du voisin ne se porte pas tellement bien. Il faut voir que c'est une spécialité et je comprends que les hommes et les femmes politiques de la Sarre sont à juste titre fiers de ce qu'on a fait là, mais il faut penser un peu plus large aussi. Et là, je vois qu'il faut faire plus pour que dans le reste de l'Allemagne et le reste de la France, l'apprentissage du français et de l'allemand soit aussi promu. Et là, je ne vois pas encore tellement que la sauce prend. Hein. Et donc, si vraiment c'est une particularité d'une petite région, ce n'est pas suffisant, je pense. Il faut quand même faire des prosélytes au-delà de cette région et donc il faut faire un effort encore plus pour vraiment expliquer, comme d'ailleurs M. Hans a très bien expliqué, il ne s'agit pas de dire le français au lieu de l'anglais ou l'allemand au lieu de l'anglais, mais en tant que, un peu expert dans ce sujet, je peux vous déclarer que l'apprentissage d'une langue est toujours le pont à l'apprentissage à une troisième, quatrième, etc. C'est-à-dire, en allemand, nous disons « mit dem Essen kommt der Appetit », c'est-à-dire en mangeant, on a plus d'appétit encore. Et ceux de nos étudiants qui ont appris 3 langues quand même, la langue maternelle et le français et l'anglais, ou l'allemand et l'anglais, ces étudiants trilingues souvent apprennent une 4e langue parce que de plus en plus ça devient facile et je crois qu'il faut rêver d'une Europe multilingue et donc ne pas se faire cantonner dans une pensée tout simplement frontalière et transfrontalière. Alors vous, en
résumé, ça serait surtout plusieurs langues et un beaucoup plus grand territoire. Si on revient sinon à la Frankreich-Stratégie qui comprend quand même pas mal d'axes, est-ce qu'il y a des axes qui sont à revoir, qui sont à améliorer? Est-ce qu'on suit la route normale? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien évidemment, c'est une stratégie à long terme. Donc, il faut avoir de la patience, de la laine et aussi des moyens budgétaires. On a commencé dans les écoles maternelles, même dans les crèches. La moitié des écoles maternelles en Sarre sont déjà bilingues, mais il faut aller plus loin. Ça, c'est un défi dans le scolaire, mais aussi, comme Monsieur le ministre-président l'a expliqué, d'établir encore cette dimension économique. Ça, c'est sûrement un autre défi. L'émission touche à sa fin, malheureusement, mais du coup, je vous propose de vous laisser le mot de la fin, Monsieur Toscani. Si vous pouviez rêver complètement, le Land de Sarre, dans 20 ou 30 ans, vous l'imagineriez comment ? Je l'imagine, notre land complètement bilingue. J'imagine que la Sarre pourrait faire partie de la francophonie aussi. Et en tout cas, vous en êtes un parfait exemple. Un énorme merci à tous les trois d'être venus à Sarreguemines participer à cette émission en direct sur Mosaïque. Merci à toi, Christelle, d'avoir co-animé le débat. Très bonne journée à tous. À bientôt.